Le marquis de Sade, idées sur les romans. On appelle roman l'ouvrage fabuleux composé d'après les plus singulières aventures de la vie des hommes. Mais pourquoi ce genre d'ouvrage porte-t-il le nom de roman? Chez quel peuple devons-nous en chercher la source? Quels sont les plus célèbres? Et quelles sont enfin les règles qu'il faut suivre pour arriver à la perfection de l'art de l'écrire? Voilà les trois questions que nous nous proposons de traiter, et commençons par l'étymologie du mot. Rien ne nous apprenant le nom de cette composition chez les peuples de l'Antiquité, nous ne devons, ce me semble, nous attacher qu'à découvrir par quel motif elle porta chez nous celui que nous lui donnons encore. La langue romane était, comme on le sait, un mélange de l'idiome celtique et latin, en usage sous les deux premières races de nos rois. Il est assez raisonnable de croire que les ouvrages du genre dont nous parlons, composés dans cette langue, durent en porter le nom. Et l'on put dire une romane pour exprimer l'ouvrage où il s'agissait d'aventures amoureuses, comme on dit une romance pour parler des complaintes du même genre. En vain chercherait-on une étymologie différente à ce mot. Le bon sens n'en offrant aucune autre, il paraît simple d'adopter celle-là. Passons donc à la seconde question. Chez quel peuple devons-nous trouver la source de ces sortes d'ouvrages et quels sont les plus célèbres? L'opinion commune croit la découvrir chez les Grecs. Elle passa de là chez les Maures, d'où les Espagnols la prirent pour la transmettre ensuite à nos troubadours, de qui nos romanciers de chevalerie la reçurent. Quoique je respecte cette filiation, et que je m'y soumette quelquefois, je suis loin cependant de l'adopter rigoureusement. N'est-elle pas en effet bien difficile, dans des siècles où les voyages étaient si peu connus, et les communications si interrompues, il est des modes, des usages, des goûts qui ne se transmettent point. Inhérents à tous les hommes, ils naissent naturellement avec eux partout où ils existent, se retrouvent des traces inévitables de ces goûts et ces usages et de ces modes. N'en doutons point, ce fut dans les contrées qui les premières reconnurent des dieux que les Romains prirent leur source, et par conséquent en Égypte, berceau certain de tous les cultes. À peine les hommes eurent-ils soupçonné des êtres immortels qu'ils les firent agir et parler. Dès lors, voilà des métamorphoses, des fables, des paraboles, des romans. En un mot, voilà des ouvrages de fiction tels que la fiction s'empare de l'esprit des hommes. Voilà des livres fabuleux dès qu'il est question de chimères. Quand les peuples, d'abord guidés par les prêtres, après s'être égorgés pour leur fantastique divinité, s'arment enfin pour leur roi ou pour leur patrie, l'hommage offert à l'héroïsme balance celui de la superstition. Non seulement on met très sagement alors les héros à la place des dieux, mais on chasse les enfants de Mars comme on avait célébré ceux du ciel. On ajoute aux grandes actions de leur vie, où là de s'entretenir d'eux, on crée des personnages qui leur ressemblent, qui les surpassent, et bientôt de nouveaux romans paraissent plus vraisemblables sans doute et bien plus faits pour l'homme que ceux qui n'ont célébré que des fantômes. Hercule, grand capitaine, dut vaillamment combattre ses ennemis. Voilà le héros et l'histoire. Hercule détruisant des monstres, pourfendant des géants. Voilà le dieu. La fable est l'origine de la superstition, mais de la superstition raisonnable, puisque celle-ci n'a pour base que la récompense de l'héroïsme, la reconnaissance due au libérateur d'une nation, au lieu que celle qui forge des êtres incréés et jamais aperçus, n'a que la crainte, l'espérance et le dérèglement d'esprit pour motif. Chaque peuple eut donc ses dieux, ses demi-dieux, ses héros, ses véritables histoires et ses fables. Quelque chose, comme on vient de le voir,
peut être vrai dans ce qui concernait les héros. Tout fut controuvé, tout est fabuleux dans le reste, tout fut ouvrage d'invention, tout fut roman parce que les dieux ne parlèrent que par l'organe des hommes, qui, plus ou moins intéressés à ce ridicule artifice, ne manquèrent pas de composer le langage des fantômes de leur esprit, de tout ce qu'ils imaginèrent de plus fait pour séduire ou pour effrayer, et par conséquent de plus fabuleux. C'est une opinion reçue, dit le savant Huet, que le nom de roman se donnait autrefois aux histoires, et qu'il s'applique depuis aux fictions, ce qui est un témoignage invincible que les uns sont venus des autres. Il y eut donc des romans écrits dans toutes les langues, chez toutes les nations, dont le style et les faits se trouvèrent calqués, et sur les mœurs nationales et sur les opinions reçues par ces nations. L'homme est sujet à deux faiblesses qui tiennent à son existence et qui la caractérisent. Partout il faut qu'il prie, partout il faut qu'il aime, et voilà la base de tous les romans. Il en a fait pour peindre les êtres qu'il implorait, et il en a fait pour célébrer ceux qu'il aimait. Les premiers, dictés par la terreur ou l'espoir, durent être sombres, gigantesques, pleins de mensonges et de fiction. Tels sont ceux qu'Esdras composa durant la captivité de Babylone. Les seconds, remplis de délicatesse et de sentiments, tel est celui de Théagène et de Chariclée, par Héliodore. Mais comme l'homme pria, comme il aima partout, sur tous les points du globe qu'il habita, il y eut des romans, c'est-à-dire des ouvrages de fiction, qui tantôt peignirent les objets fabuleux de son culte, tantôt ceux plus réels de son amour. Il ne faut donc pas s'attacher à trouver la source de ce genre d'écrire chez telle ou telle nation de préférence. On doit se persuader, par ce qui vient d'être dit, que toutes l'ont plus ou moins employé en raison du plus ou moins de penchant qu'elles ont éprouvé soit à l'amour, soit à la superstition. Un coup d'œil rapide maintenant sur les nations qui ont le plus accueilli ces ouvrages mêmes, et sur ceux qui les ont composés. Amenons le fil jusqu'à nous, pour mettre nos lecteurs à même d'établir quelques idées de comparaison. Aristide de Milet est le plus ancien romancier dont l'Antiquité parle. Mais ces ouvrages n'existent plus. Nous savons seulement qu'on nommait ces contes les Milésiaques. Un trait de la préface de Landor semble prouver que les productions d'Aristide étaient licencieuses. « Je vais écrire dans ce genre, dit Apulée en commençant son Landor. » Antoine Diogène, contemporain d'Alexandre, écrit d'un style plus châtié les amours de Dignas et de Dercyllis, roman plein de fiction, de sortilèges, de voyages et d'aventures fort extraordinaires, que Le Seur copia en 1745 dans un petit ouvrage plus singulier encore, car non content de faire comme Diogène voyager ses héros dans des pays connus, il les promène tantôt dans la lune et tantôt dans les enfers. Viennent ensuite les aventures de Simonis et de Rhodanis par Jean Molic, les amours de Théagène et de Chariclée que nous venons de citer, la Cyropédie de Xénophon, les amours de Daphnis et Chloé et de Longus, ceux d'Ismène et beaucoup d'autres, ou traduits ou totalement oubliés de nos jours. Les Romains, plus portés à la critique, à la méchanceté qu'à l'amour ou qu'à la prière, se contentèrent de quelques satires, telles que celles de Pétrone et de Varron, qu'il faudrait bien se garder de classer au nombre des romans. Les Gaulois, plus près de ces deux faiblesses, eurent leurs bardes qu'on peut regarder comme les premiers romanciers de la partie de l'Europe que nous habitons aujourd'hui. La profession de ces bardes, dit Lucain,
était d'écrire en vers les actions immortelles des héros de leur nation et de les chanter au son d'un instrument qui ressemblait à la lyre. Bien peu de ces ouvrages sont connus de nos jours. Nous eûmes ensuite les faits et gestes de Charles le Grand, attribués à l'archevêque Turpin, et tous les romans de la Table Ronde, les Tristan, les Lancelot du Lac, les Perceforêt, tous écrits dans la vue d'immortaliser des héros connus, ou d'en inventer d'après cela, qui, parés par l'imagination, les surpassa sans merveille. Mais quelle distance de ces ouvrages longs, ennuyeux, empestés de superstitions, aux romans grecs qui les avaient précédés. Quelle barbarie, quelle grossièreté succédait aux romans pleins de goût et d'agréable fiction dont les Grecs nous avaient donné les modèles. Car bien qu'il y en eût sans doute d'autres avant eux, au moins alors ne connaissait-on que cela. Des troubadours parurent ensuite, et quoiqu'on doive les regarder plutôt comme des poètes que comme des romanciers, la multitude de jolis contes qu'ils composèrent en prose leur obtiennent cependant avec juste raison une place parmi les écrivains dont nous parlons. Qu'on jette pour s'en convaincre les yeux sur leurs fabliaux, écrits en langue romane, sous le règne de Hugues Capet et que l'Italie copia avec tant d'empressement. Cette belle partie de l'Europe encore gémissante sous le joug des Sarrasins, encore loin de l'époque où elle devait être le berceau de la renaissance des arts, n'avait presque point eu de romancier jusqu'au Xe siècle. Ils y parurent à peu près à la même époque que nos troubadours en France, et les imitèrent. Mais osons convenir de cette gloire, ce ne furent pas les Italiens qui devinrent nos maîtres dans cet art. Comme le dit la harpe, ce fut au contraire chez nous qu'ils se formèrent. Ce fut à l'école de nos troubadours que Dante, Boccace, Tassoni et même un peu Pétrarque esquissèrent leurs compositions. Presque toutes les nouvelles de Boccace se retrouvent dans nos fabliaux. Il n'en est pas de même des Espagnols, instruits dans l'art de la fiction, par les Dores, qui eux-mêmes se tenaient des Grecs, dont ils possédaient tous les ouvrages de ce genre traduits en arabe. Ils firent de délicieux romans imités par nos écrivains, mais nous y reviendrons. À mesure que la galanterie prit une face nouvelle en France, le roman se perfectionna, et ce fut alors, c'est-à-dire au commencement du siècle dernier, que d'Urfé écrivit ce roman de l'Astrée, qui nous fit préférer à bien juste titre ces charmants bergers du Lignon aux preux extravagants des XIe et XIIe siècles. La fureur de l'imitation s'empara dès lors de tous ceux à qui la nature avait donné le goût de ce genre. L'étonnant succès de l'Astrée, que l'on lisait encore au milieu de ce siècle, avait absolument embrasé les têtes, et on l'imita sans l'atteindre. Gauberville, la Calprenède, Desmarais, Scudéry crurent surpasser leur original en mettant des princes ou des rois à la place des bergers du Lignon. Et ils retombèrent dans le défaut qu'évitait leur modèle. La Scudéry fit la même faute que son frère. Comme lui, elle voulut ennoblir le genre de d'Urfé, et comme lui, elle mit d'ennuyeux héros à la place de jolis bergers. Au lieu de représenter dans la personne de Cyrus un roi tel que le peint Hérodote, elle composa un Artamène plus fou que tous les personnages de l'Astrée, un amant qui ne sait que pleurer du matin au soir, et dont les langueurs excèdent au lieu d'intéresser. Mêmes inconvénients dans la Clélie, où elle prête aux Romains qu'elle dénature, toutes les extravagances des modèles qu'elle suivait, et qui jamais n'avaient été mieux défigurés. Qu'on nous permette de rétrograder un instant pour accomplir la promesse que nous venons de faire de jeter un coup d'œil sur l'Espagne. Certes, si la chevalerie avait inspiré nos romanciers en France, à quel degré n'avait-elle pas également monté les têtes au-delà des monts?
Le catalogue de la bibliothèque de Don Quichotte, plaisamment fait par Miguel Cervantes, le démontre évidemment. Mais quoi qu'il en puisse être, le célèbre auteur des mémoires du plus grand fou qui ait pu venir à l'esprit d'un romancier n'avait assurément point de rivaux. Son immortel ouvrage connu de toute la terre, traduit dans toutes les langues, et qui doit se considérer comme le premier de tous les romans, possède sans doute plus qu'aucun d'eux l'art de narrer, d'entremêler agréablement les aventures et particulièrement d'instruire en amusant. Ce livre, disait Saint-Évremont, est le seul que je relis sans m'ennuyer, le seul que je voudrais avoir fait. Les 12 nouvelles du même auteur, remplies d'intérêt, de sel et de finesse, achèvent de placer au premier rang ce célèbre écrivain espagnol, sans lequel peut-être nous n'eussions eu ni le charmant ouvrage de Scarron, ni la plupart de ceux de Le Sage. Après d'Urfé et ses imitateurs, après les Ariane, les Cléopâtres, les Pharamond, les Polyxandres, tous ces ouvrages enfin où le héros, soupirant 9 volumes, était bien heureux de se marier au 10e, après, dis-je, tout ce fatras inintelligible aujourd'hui, parut Madame de La Fayette, qui, quoique séduite par le langoureux ton qu'elle trouva établi dans ceux qui la précédaient, abrégea néanmoins beaucoup et en devenant plus concise, elle se rendit plus intéressante. On a dit parce qu'elle était femme, comme si ce sexe, naturellement plus délicat, plus fait pour écrire le roman, ne pouvait en ce genre prétendre à bien plus de lauriers que nous. On a prétendu, dis-je, qu'infiniment aidée, Madame Lafayette avait fait ses romans qu'avec le secours de La Rochefoucauld pour les pensées et de Segret pour le style. Quoi qu'il en soit, rien d'intéressant comme Zaïd, rien d'écrit et agréablement comme la princesse de Clèves. Aimable et charmante femme, si de grâce tenait ton pinceau, n'était-il donc pas permis à l'amour de le diriger quelquefois? Fénelon parut et crut se rendre intéressant, en dictant poétiquement une leçon à ses souverains qui ne la suivirent jamais. Voluptueux amant de Guyon, ton âme avait besoin d'aimer, ton esprit éprouvait celui de peindre. En abandonnant le pédantisme ou l'orgueil d'apprendre à régner, nous eussions eu de toi des chefs-d'œuvre au lieu d'un livre qu'on ne lit plus. Oh, il n'en sera pas de même de toi, délicieux Scarron, jusqu'à la fin du monde. Ton immortel roman fera rire, tes tableaux ne vieilliront jamais. Télémaque, qui n'avait qu'un siècle à vivre, périra sous les ruines de ce siècle qui n'est déjà plus, et les comédiens du Mans, cher et aimable enfant de la folie, amuseront même les plus graves lecteurs, tant qu'il y aura des hommes sur la terre. Vers la fin du même siècle, la fille du célèbre Poisson, Madame de Gomez, dans un genre bien différent que les écrivains de son sexe qui l'avaient précédé, écrivit des ouvrages qui pour cela n'étaient pas moins agréables, et ses journées amusantes, ainsi que ses 100 nouvelles, feront toujours, malgré bien des défauts, le fond de la bibliothèque de tous les amateurs de ce genre. Gomez entendait son art, on ne saurait lui refuser ce juste éloge. Mademoiselle de Luçan, Mesdames du Tencin, de Graffigny, Élie de Beaumont et Riccoboni la rivalisèrent. Leurs écrits, pleins de délicatesse et de goût, honorent assurément leur sexe. Les lettres péruviennes de Graffigny seront toujours un modèle de tendresse et de sentiment, comme celles de Milady Cantasby par Riccoboni, pourront éternellement servir à ceux qui se prétendent qu'à la grâce et à légèreté du style. Mais reprenons le siècle où nous l'avons quitté, pressés par le désir de louer des femmes aimables qui donnaient dans ce genre de si bonnes leçons aux hommes. L'épicuréisme des Ninon de l'Enclos, des Marion de Lorme, des Marquis de Sévigné et de Lafare, des Chaulieu, des Saint-Évremont, de toute cette société charmante enfin, qui, revenue des langueurs du dieu de Cythère,
commençait à penser comme Buffon qu'il n'y avait de bon en amour que le physique, changea bientôt le ton des romans. Les écrivains qui parurent ensuite sentirent que les fadeurs n'amuseraient plus un siècle perverti par le régent, un siècle revenu des folies chevaleresques, des extravagances religieuses et de l'adoration des femmes. Et trouvant plus simple d'amuser ces femmes ou de les corrompre que de les servir ou de les encenser, ils créèrent des événements, des tableaux, des conversations plus à l'esprit du jour. Ils enveloppèrent du cynisme, des immoralités, sous un style agréable et badin, quelquefois même philosophique, et plurent au moins s'ils n'instruisirent pas. Crébillon écrivit Le Sofa, Tanzaï Les égarements du cœur et de l'esprit, etc. Tout roman qui flattait le vice et s'éloignait de la vertu, mais qui, lorsqu'on les donna, devait prétendre au plus grand succès. Marivaux, plus original dans sa manière de peindre, plus nerveux, offrit au moins des caractères, captiva l'âme, et fit pleurer, mais comment, avec une telle énergie, pouvait-on avoir un style aussi précieux, aussi maniéré? Il prouva bien que la nature n'accorde jamais au romancier tous les dons nécessaires à la perfection de son art. Le but de Voltaire fut tout différent. N'ayant d'autre dessein que de placer de la philosophie dans ses romans, il abandonna tout pour ce projet. Avec quelle adresse il y réussit, et malgré toutes les critiques, Candide et Zadig ne seront-ils pas toujours des chefs-d'œuvre? Rousseau, à qui la nature avait accordé en délicatesse, en sentiment, ce qu'elle n'avait donné qu'en esprit à Voltaire, traita le roman d'une bien autre façon. Que de vigueur, que d'énergie dans l'Héloïse! Lorsque Momus dictait Candide à Voltaire, l'amour lui-même traçait de son flambeau toutes les pages brûlantes de Julie, et l'on peut dire avec raison que ce livre sublime n'aura jamais d'imitateur. Puisse cette vérité faire tomber la plume des mains à cette foule d'écrivains éphémères qui depuis 30 ans ne cessent de nous donner de mauvaises copies de cet immortel original. Qu'ils sentent donc que pour l'atteindre il faut une âme de feu comme celle de Rousseau, un esprit philosophe comme le sien, deux choses que la nature ne réunit pas deux fois dans le même siècle. Au travers de tout cela, Marmontel nous donnait des contes qu'il appelait moraux. Non pas, dit un littérateur estimable, qu'ils enseignassent la morale, mais parce qu'ils peignaient nos mœurs. Cependant un peu trop dans le genre maniéré de Marivaux. D'ailleurs, que sont ces contes? Des puérilités uniquement écrites pour les femmes et pour les enfants, et qu'on ne croira jamais de la même main que Bélisaire, ouvrage qui suffirait seul à la gloire de l'auteur. Celui qui avait fait le 15e chapitre de ce livre devait-il donc prétendre la petite gloire de nous donner des contes à l'eau de rose? Enfin, les romans anglais, les vigoureux ouvrages de Richardson et de Fielding vinrent apprendre aux Français que ce n'est point en peignant les fastidieuses langueurs de l'amour ou les ennuyeuses conversations des ruelles qu'on peut obtenir des succès dans ce genre, mais en traçant des caractères mâles qui, jouets et victimes de cette effervescence du cœur connue sous le nom d'amour, nous en montrent à la fois et les dangers et les malheurs. De là seuls peuvent s'obtenir ces développements, ces passions si bien tracées dans les romans anglais. C'est Richardson, c'est Fielding qui nous ont appris que l'étude profonde du cœur de l'homme, véritable dédale de la nature, peut seule inspirer le romancier dans l'ouvrage dont nous faire voir l'homme, non pas seulement ce qu'il est ou ce qu'il se montre, c'est le devoir de l'historien, mais tel qu'il peut être, tel que doivent le rendre les modifications du vice et toutes les secousses des passions. Il faut donc les connaître toutes, il faut donc les employer toutes, si l'on veut travailler ce genre.
Là, nous apprîmes aussi que ce n'est pas toujours en faisant triompher la vertu qu'on intéresse, qu'il faut y prendre bien certainement autant qu'on le peut, mais que cette règle, ni dans la nature, ni dans l'Aristote, mais seulement celle à laquelle nous voudrions que tous les hommes s'assujettissent pour notre bonheur, n'est nullement essentielle dans le roman, n'est pas même celle qui doit conduire à l'intérêt, car lorsque la vertu triomphe, les choses étant ce qu'elles doivent être, nos larmes sont taries avant que de couler. Et si après les plus rudes épreuves, nous voyons enfin la vertu terrassée par le vice, indispensablement nos âmes se déchirent, et l'ouvrage nous ayant excessivement émus, ayant, comme disait Diderot, ensanglanté nos cœurs au revers, doit habituellement produire l'intérêt qui seul assure des lauriers. Que l'on réponde, si après 12 ou 15 volumes, l'immortel Richardson eut vertueusement fini par convertir Lovelace et par lui faire paisiblement épouser Clarisse, eût-on versé à la lecture de ce roman, pris dans le sens contraire, les larmes délicieuses qu'il obtient de tous les êtres sensibles? C'est donc la nature qu'il faut saisir quand on travaille ce genre. C'est le cœur de l'homme, le plus singulier de ses ouvrages, et nullement la vertu, parce que la vertu, quelque belle, quelque nécessaire qu'elle soit, n'est pourtant qu'à des modes de ce cœur étonnant, dont la profonde étude est si nécessaire au romancier, et que le roman, miroir fidèle de ce cœur, doit nécessairement en tracer tous les plis. Savant traducteur Richardson, Prévost, toi, à qui nous devons d'avoir fait passer dans notre langue les beautés de cet écrivain célèbre, ne t'est-il pas dû pour ton propre compte un tribut d'éloge aussi bien mérité? Et n'est-ce pas à juste titre qu'on pourrait appeler le Richardson français? Toi seul eus l'art d'intéresser longtemps par des fables implexes, en soutenant toujours l'intérêt, quoiqu'en le divisant. Toi seul ménageas toujours assez bien tes épisodes pour que l'intrigue principale dût plutôt gagner que perdre à leur multitude ou à leurs complications. Ainsi cette quantité d'événements que te reproche la harpe est non seulement ce qui produit chez toi le plus sublime effet, mais en même temps ce qui prouve le mieux et la bonté de ton art et l'excellence de ton génie, les mémoires d'un homme de qualité, enfin, pour ajouter à ce que nous pensons de Prévost, ce que d'autres que nous ont également pensé, Cleveland, l'histoire d'une Grecque moderne, le monde moral, Manon Lescaut, surtout, sont remplis de ces scènes attendrissantes et terribles qui frappent et attachent invinciblement. Les situations de ces ouvrages heureusement ménagés amènent de ces moments où la nature frémit d'horreur, etc. Et voilà ce qui s'appelle écrire le roman. Voilà ce qui, dans la postérité, assure à Prévost une place où ne parviendra nul de ses rivaux. Vinrent ensuite les écrivains du milieu de ce siècle. Dorat, aussi maniéré que Marivaux, aussi froid, aussi peu moral que Crébillon, mais écrivain plus agréable que les deux à qui nous le comparons. La frivolité de son siècle excuse la sienne, et il sut l'art de la bien saisir. Auteur charmant de la reine de Golconde, me permets-tu de t'offrir un laurier? On eut rarement un esprit plus agréable, et les plus jolis contes du siècle ne valent pas celui que l'immortalise. À la fois plus aimable et plus heureux qu'Ovide, puisque le héros sauveur de la France, prouvant et rappelant au sein de la patrie qu'il est autant l'ennemi d'Apollon que de Mars, répond à l'espoir de ce grand homme en ajoutant encore quelques jolies roses sur le sein de ta belle Aline. D'Arnaud, émule de Prévost, peut souvent prétendre le surpasser. Tous deux trempèrent leurs pinceaux dans le Styx, mais d'Arnaud quelquefois adoucit le sein des fleurs de l'Élysée. Prévost, plus énergique, n'altéra jamais les teintes de celles dont il traça Cleveland.
R inonde le public. Il faut une presse au chevet de son lit. Heureusement que celle-là toute seule gémira de ces terribles productions, un style bas et rampant, des aventures dégoûtantes, toujours puisées dans la plus mauvaise compagnie. Nul autre mérite enfin que celui d'une prolixité dont les seuls marchands de poivre le remercieront. Peut-être devrions-nous analyser ici ces romans nouveaux, dont le sortilège et la fantasmagorie composent à peu près tout le mérite, en plaçant à leur tête le moine supérieur sous tous ses rapports aux bizarres élans de la brillante imagination de Radcliffe. Mais cette dissertation serait trop longue. Convenons seulement que ce genre, quoi qu'on en puisse dire, n'est assurément pas sans mérite. Il devenait le fruit indispensable des secousses révolutionnaires dont l'Europe entière se ressentait. Pour qui connaissait tous les malheurs dont les méchants peuvent accabler les hommes, le roman devenait aussi difficile à faire que monotone à lire. Il n'y avait point d'individu qui n'eût pu éprouver la fortune en 4 ou 5 ans que n'en pouvait peindre en un siècle le plus fameux romancier de la littérature. Il fallait donc appeler l'enfer à son secours pour se composer les titres à l'intérêt et trouver dans le pays des chimères ce qu'on savait couramment en ne fouillant que l'histoire de l'homme dans cet âge de fer. Mais que d'inconvénients présentait cette manière d'écrire. L'auteur du Moine ne les a pas plus évités que Radcliffe. Ici nécessairement de deux choses l'une, où il faut développer le sortilège, et dès lors vous n'intéressez plus, où il ne faut jamais lever le rideau, et vous voilà dans la plus affreuse invraisemblance. Qu'il paraisse dans ce genre un ouvrage assez bon pour atteindre le but sans se briser contre l'un ou l'autre de cet écueil, loin de lui reprocher ses moyens, nous l'offrirons alors comme un modèle. Avant que d'entamer notre troisième et dernière question, quelles sont les règles de l'art d'écrire le roman, nous devons, ce me semble, répondre à la perpétuelle objection de quelques esprits atrabilaires qui, pour se donner le vernis d'une morale dont souvent leur cœur est bien loin, ne cessent de vous dire à quoi servent les romans. À quoi ils servent, homme hypocrite et pervers, car vous seul faites cette ridicule question. Mais ils servent à vous peindre, et à vous peindre tel que vous êtes, orgueilleux individus qui voulez vous soustraire au pinceau parce que vous en redoutez les effets. Le roman étant, s'il est possible de s'exprimer ainsi, le tableau des mœurs séculaires. Il est aussi essentiel que l'histoire, au philosophe qui veut connaître l'homme, car le burin de l'une ne le peint que lorsqu'il se fait voir, et alors ce n'est plus lui. L'ambition, l'orgueil couvrent son front d'un masque qui ne représente que ces deux passions et non l'homme. Le pinceau du roman, au contraire, le saisit dans son intérieur, le prend quand il quitte ce masque, et l'esquisse bien plus intéressante est en même temps bien plus vraie. Voilà l'utilité des romans. Froids censeurs qui ne les aimaient pas, pour ressembler à ce cul-de-jatte qui disait aussi « Et pourquoi fait-on des portraits ?» S'il est donc vrai que le roman soit utile, ne craignons point de tracer ici quelques-uns des principes que nous croyons nécessaires à porter ce genre à sa perfection. Oh, je sens bien qu'il est difficile de remplir cette tâche sans donner des armes contre moi. Ne deviens-je pas doublement coupable de n'avoir pas bien fait si je trouve que je sais ce qu'il faut faire pour faire bien? Ah, laissons ces vaines considérations, qu'elles s'immolent à l'amour de l'art. La connaissance la plus essentielle qu'il exige est bien certainement celle du cœur de l'homme. Or, cette connaissance importante, tous les bons esprits nous approuveront sans doute en affirmant qu'on ne l'acquiert que par des malheurs et par des voyages.
Il faut avoir vu des hommes de toutes les nations pour les bien connaître. Il faut avoir été leurs victimes pour savoir les apprécier. La main de l'infortune, en exaltant le caractère de celui qu'elle écrase, le met à la juste distance où il faut qu'il soit pour étudier les hommes. Il les voit de là, comme le passager aperçoit les flots en fureur se briser contre l'écueil sur lequel l'a jeté la tempête. Mais dans quelque situation que l'ait placée la nature ou le sort, s'il veut connaître les hommes, qu'il parle peu quand il est avec eux, on n'apprend rien quand on parle, on ne s'instruit qu'en écoutant. Et voilà pourquoi les bavards ne sont communément que des sots. Ô toi qui veux parcourir cette épineuse carrière, ne perds pas de vue que le romancier est l'homme de la nature. Elle l'a créé pour être son peintre. S'il ne devient pas l'amant de sa mère dès que celle-ci l'a mise au monde, qu'il n'écrive jamais, nous ne le lirons point. Mais s'il éprouve cette soif ardente de tout peindre, s'il en trouve avec frémissement le sein de la nature pour y chercher son art et pour y puiser des modèles, s'il a la fièvre du talent et l'enthousiasme du génie, qu'il suive la main qui le conduit. Il a deviné l'homme, il le peindra. Maîtrisé par son imagination, qu'il y cède, qu'il embellisse ce qu'il voit. Le sot cueille une rose et les feuilles, l'homme de génie la respire et la peint. Voilà celui que nous lirons. Mais en te conseillant d'embellir, je te défends de t'écarter de la vraisemblance. Le lecteur a droit de se fâcher quand il s'aperçoit que l'on veut trop exiger de lui. Il voit bien qu'on cherche à le rendre dupe, son amour-propre en souffre, il ne croit plus rien dès qu'il soupçonne qu'on veut le tromper. Contenu d'ailleurs par aucune digue, usez à ton aise du droit de porter atteinte à toutes les anecdotes de l'histoire, quand la rupture de ce frein devient nécessaire au plaisir que tu nous prépares. Encore une fois, on ne te demande point d'être vrai, mais seulement d'être vraisemblable. Trop exiger de toi serait nuire aux jouissances que nous en attendons. Ne remplace point cependant le vrai par l'impossible, et que ce que tu inventes soit bien dit. On ne te pardonne de mettre ton imagination à la place de la vérité que sous la clause expresse d'orner et d'éblouir. On n'a jamais le droit de mal dire quand on peut dire tout ce qu'on veut. Si tu n'écris comme R que ce que tout le monde sait, dusses-tu, comme lui, nous donner 4 volumes par mois, ce n'est pas la peine de prendre la plume. Personne ne te contraint au métier que tu fais. Mais si tu l'entreprends, fais-le bien. Ne l'adopte pas surtout comme un secours à ton existence. Ton travail se ressentirait de tes besoins, tu lui transmettrais ta faiblesse, il aurait la pâleur de la faim. D'autres métiers se présentent à toi. Fais des souliers, n'écris point des livres. Nous ne t'en estimons pas moins, et comme tu ne nous ennuieras pas, nous t'aimerons peut-être davantage. Une fois ton esquisse jetée, travaille ardemment à l'étendre, mais sans te resserrer dans les bornes qu'elle paraît d'abord te prescrire. Tu deviendrais maigre et froid avec cette méthode. Ce sont des élans que nous voulons de toi et non pas des règles. Dépasse tes plans, varie-les, augmente-les. Ce n'est qu'en travaillant que les idées viennent. Pourquoi ne veux-tu pas que celle qui te presse quand tu composes soit aussi bonne que celle dictée par ton esquisse? Je n'exige essentiellement de toi qu'une seule chose, c'est de soutenir l'intérêt jusqu'à la dernière page. Tu manques le but si tu coupes ton récit par des incidents ou trop répétés ou qui ne tiennent pas au sujet. Que ceux que tu me permettras soient encore plus soignés que le fond. Tu dois des dédommagements au lecteur quand tu le forces de quitter ce qui l'intéresse pour entamer un incident. Il peut bien te permettre de l'interrompre, mais il ne te pardonnera pas de l'ennuyer.
que tes épisodes naissent toujours du fond du sujet et qu'ils y rentrent. Si tu fais voyager tes héros, connais bien le pays où tu les mènes. Porte la magie au point de m'identifier avec eux. Songe que je me promène à leur côté dans toutes les régions où tu les places, et que peut-être plus instruit que toi, je ne te pardonnerai ni une invraisemblance de mœurs, ni un défaut de costume, encore moins une faute de géographie, comme personne ne te contraint à ces échappées. Il faut que tes descriptions locales soient réelles, ou il faut que tu restes au coin de ton feu. C'est le seul cas dans tous les ouvrages où l'on ne puisse tolérer la mention, à moins que les pays où tu me transportes ne soient imaginaires, et sans cette hypothèse encore, j'exigerai toujours du vraisemblable. Évite la fêterie de la morale. Ce n'est pas dans un roman qu'on la cherche. Si les personnages que ton plan nécessite sont quelquefois contraints à raisonner, que ce soit toujours sans affectation, sans la prétention de le faire, ce n'est jamais l'auteur qui doit moraliser, c'est le personnage, et encore, ne le lui permettons que quand il est forcé par les circonstances. Une fois au dénouement, qu'il soit naturel, jamais contraint, jamais marchiné, mais toujours né des circonstances. Je n'exige pas de toi, comme les auteurs de l'encyclopédie, qu'il soit conforme au désir du lecteur. Quel plaisir le reste-t-il quand il a tout deviné? Le dénouement doit être tel que les événements le préparent, que la vraisemblance l'exige, que l'imagination l'inspire. Et avec ces principes que je charge ton goût et ton esprit d'étendre, si tu ne fais pas bien, au moins feras-tu mieux que nous. Car il faut en convenir, dans les nouvelles que l'on va lire, le vol hardi que nous nous sommes permis de prendre n'est pas toujours d'accord avec la sévérité des règles de l'art. Mais nous espérons que l'extrême vérité des caractères en dédommagera peut-être. La nature, plus bizarre que les moralistes, ne nous la peigne. S'échappe à tout instant des digues que la politique de ceux-ci voudrait lui prescrire. Uniforme dans ses plans, irrégulière dans ses effets, son sein toujours agité ressemble au foyer d'un volcan où s'élancent tour à tour ou des pierres précieuses servant au luxe des hommes, ou des globes de feu qui les anéantissent. Grande, quand elle peuple la terre d'Antonin et de Titus, affreuse, quand elle y vomit des Androniques ou des Néron, mais toujours sublime, toujours majestueuse, toujours digne de nos études, de nos pinceaux et de notre respectueuse admiration, parce que ses desseins nous sont inconnus, qu'esclaves de ses caprices ou de ses besoins, ce n'est jamais sur nous, sur ce qui nous font éprouver que nous devons régler nos sentiments pour elle, mais sur sa grandeur, sur son énergie, quels que puissent être les résultats. À mesure que les esprits se corrompent, à mesure qu'une nation vieillit, en raison de ce que la nature est plus étudiée, mieux analysée, que les préjugés sont mieux détruits, il faut la faire connaître davantage. Cette loi est la même pour les arts. Ce n'est qu'en avançant qu'ils se perfectionnent. Ils n'arrivent au but que par des essais. Sans doute il ne fallait pas aller si loin dans ces temps affreux de l'ignorance, où courbés sous les fers religieux, on punissait de mort celui qui voulait les apprécier, où les bûchers de l'Inquisition devenaient le prix des talents. Mais dans notre état actuel, partons toujours de ce principe, quand l'homme a soupesé tous ses freins, lorsque d'un regard audacieux son œil mesure ses barrières, quand, à l'exemple des titans, il ose jusqu'au ciel porter sa main hardie, et qu'armé de ses passions, comme ceux-ci étaient des laves du Vésuve, il ne craint plus de déclarer la guerre à ceux qui le faisaient frémir autrefois, quand ses écarts même ne lui paraissent plus que des erreurs légitimées par ses études, ne doit-on pas alors lui parler avec la même énergie qu'il emploie lui-même à se conduire?
L'homme du XVIIIe siècle, en un mot, est-il donc celui du XIe?